La question se pose à la fois pour les directions, pour les représentants des personnels, pour les managers et puis bien sûr pour les femmes atteintes d'endométriose. Et on commence par ce webinaire où c'est finalement un peu une présentation de notre réflexion générale des divers enjeux qu'il y a autour de ces problématiques-là, de cette problématique-là, et une invitation peut-être après à travailler un petit peu ensemble pour que les entreprises puissent s'en emparer. Voilà comment on décompose notre webinaire. Très bien, ben on va commencer par démarrer l'intervention. Il y a une introduction qui est faite finalement par les deux membres du CROCT, Nadine Goré au titre de la CFDT et Sylviane Potier au titre des représentants du patronat, qui introduisent, qui resituent un petit peu notre travail. Régionales d'orientation des conditions de travail sont vigilants sur les mesures de prévention mises en place dans les entreprises, et ceci dans le respect du dialogue social. Notre volonté est d'inciter à la création d'actions afin de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, un travailleur sur deux est une travailleuse, et parmi elles, une femme sur 10 souffre d'endométriose, maladie chronique évolutive. Cette pathologie entraîne des impacts négatifs dans leur vie, maladies et handicaps invisibles, mais avec tant de conséquences. Leurs souffrances sont souvent cachées et leur mal-être incompris, avec des répercussions dans leur vie professionnelle. Le rôle de l'ensemble des acteurs de l'entreprise est de trouver des pistes d'action possibles pour ces salariés, afin que leur santé et leur qualité de vie au travail soient préservées, afin de lutter contre leur désinsertion professionnelle, afin de permettre leur évolution dans le maintien et leur maintien dans l'emploi. Ce webinaire doit être une ouverture à la connaissance de cette maladie et aux difficultés rencontrées par ces femmes dans l'entreprise. Même si la réglementation du travail prend la mesure de ces maladies chroniques évolutives, soyons inventifs et précurseurs. La première action concrète à mettre en place est la communication. Il est important de partager ces infos dans chaque service afin que tous aient la même connaissance. Savoir que la direction, les DRH, les représentants du personnel connaissent l'impact de cette pathologie dans leur travail permettra un meilleur dialogue avec celles qui en souffrent. Il faut également s'appuyer sur l'expertise des services de santé au travail et des préventeurs pour agir sur l'organisation du travail ou adapter diverses mesures susceptibles d'améliorer les postes. Votre implication effective permettra à chacun de mieux vivre son travail. Je vous remercie de l'attention et de l'écoute pour que vous porterez aux personnes qui suivent. Merci. Bonjour, j'interviens auprès de vous en qualité de vice-présidente de la commission du CROCT sous Amanda Medef, en faveur du dialogue social et de la promotion d'une culture de prévention en santé au travail dans les entreprises. Je crois profondément que le bien-être des salariés et la performance des entreprises ne s'opposent pas. Ils se construisent ensemble dans une organisation du travail bien pensée, anticipée et adaptée à la réalité de chacun. C'est tout le sens de ce séminaire consacré à un sujet encore peu trop connu du monde de l'entreprise, l'endométriose et ses impacts sur l'emploi. L'endométriose n'est pas une simple gêne passagère ou un sujet intime. C'est une maladie chronique, parfois invalidante et souvent invisible, qui touche un nombre considérable de femmes en âge de travailler. Cette méconnaissance conduit parfois à des situations complexes. Absence non comprise, baisse de performance, tension dans les équipes, voire désinsertion professionnelle. Autant de difficultés qui pourraient pourtant être évitées ou atténuées si l'entreprise anticipe, si elle organise, plutôt qu'elle ne subisse. Anticiper, ça signifie former les managers à une posture d'écoute, s'appuyer sur la médecine et les services santé au travail, envisager des aménagements de postes simples ou une souplesse organisationnelle lorsque cela est nécessaire, et surtout installer un dialogue de confiance avec la salariée concernée. Ce n'est pas une contrainte, c'est un levier de fidélisation, d'engagement et de qualité de vie au travail. Parce que chaque situation est unique, il ne s'agit pas de créer des dispositifs uniformes, mais de penser l'organisation du travail de façon agile et humaine. J'espère que ce webinaire contribuera à faire évoluer nos représentations, à outiller les employeurs et à inspirer des pratiques de prévention et d'adaptation concrètes pour que la gestion de l'endométriose en entreprise devienne un exemple de management inclusif et responsable. Merci de votre écoute. Alors,
vous dire aussi, hein, là on a vu l'introduction par la présidente, vice-présidente du CROCT, mais dire aussi que ce qu'on fait dans le cadre du plan régional santé-travail en Hauts-de-France, c'est vraiment un petit peu un laboratoire pour la Direction générale du travail d'inspiration, hein, pour trouver des solutions pour des femmes atteintes d'endométriose, pour des parcours plus inclusifs et qui serait, l'intention est aussi de pouvoir dupliquer et s'aimer ça dans d'autres régions, hein. Ça, c'est important de le dire. Alors peut-être là revenir un petit peu sur le premier enjeu, nous a semblé quand même utile de revenir un petit peu sur la question de la santé des femmes en général et entre autres la santé des femmes atteintes d'endométriose. Ce qu'on observe finalement, c'est que on le dit pas assez, mais pourtant c'est une réalité, c'est que la santé des femmes est moins prise en compte que la santé des hommes et ça c'est assez historique, hein. Il y a eu récemment un article dans Le Monde quand on a fait une émission WEO il y a peu de temps là-dessus. Et ce jour-là, il y avait un article dans Le Monde sur le sujet qui était signé par des médecins et puis de la société civile qui revenait sur le fait que la médecine s'est vraiment bâtie sur des cas masculins où l'homme est le référent un peu universel. Les essais cliniques, hein, sont concentrés surtout sur des cohortes masculines et finalement, les effets secondaires de ce fait sont insuffisamment documentés chez les femmes et il y a des retards de diagnostic. Ça, c'est pas, comment dire, une idée en l'air, c'est vraiment avéré. Dans le monde scientifique, c'est prouvé. Voilà. Et puis, autre élément, ce qu'on observe aussi, c'est que la santé des femmes, finalement, de ce fait, est aussi réduite à sa fonction reproductive, à la maternité, et ça aussi, c'est historique. On voit que la douleur des femmes, elle est souvent banalisée. Une femme, c'est une chochotte, surtout quand elle a ses règles. Voilà, elle a mal, quoi. Voilà, c'est comme ça. Mais les règles, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est douloureux, c'est comme ça. C'est aussi lié à la maternité. Mais on voit que plus généralement, il y a des retards de diagnostic sur des pathologies à risque, hein, mortelles entre autres. L'infarctus, bah, si les douleurs sont identiques, elles seront souvent moins associées à des problématiques cardiaques. De la même manière, aujourd'hui, la ménopause et ses effets, entre autres sur l'ostéoporose, bah, c'est peu étudié et il n'y a pas de politique non plus de dépistage. Donc, on voit au final qu'il y a une dimension sociologique, hein, à cette forte inégalité homme-femme dans la prise en charge de la santé en général. Eh bien, de ce fait, en spécifique, l'endométriose, c'est le cas et c'est une maladie de fait très invisibilisée, hein. Alors, c'est une maladie qui existe depuis très longtemps, mais très, très longtemps ignorée. Elle est connue depuis une centaine d'années. Mais en fait, c'est que les mouvements féministes et les associations, dont Endo-France, qui est présente, ont pu mettre en visibilité cette maladie en disant, bah, attends, il faut faire un petit peu attention parce que c'est pas qu'une affaire d'hystérie, puisqu'on pouvait avoir cette vision-là. C'est les femmes, si elles ont, c'est leurs ovaires qui vont pas bien et elles sont un petit peu hystériques. Donc, on a eu tendance à naturaliser et à genrer cette problématique. Et de ce fait, finalement, les représentations sociales persistantes qu'il y a, c'est que c'est une maladie bénigne, hein. Et les règles, bah, c'est comme ça fait mal, on ne peut pas faire autrement. Et c'est vrai aussi, et peut-être que Jacques, il y a un médecin autour de la table qui je ne sais pas ce qu'il en pense, mais c'est ce qu'on a pu déjà entendre dire, y compris de femmes atteintes d'endométriose. Il y a parfois des médecins de ville qui disent, bon, bah, c'est un peu la maladie à la mode, quoi, hein. On en parle, c'est à la mode, mais non, au-delà d'un effet de mode, c'est vraiment quelque chose dont il faut tenir compte. La conséquence finalement de cette perception et cette représentation d'une maladie féminine un peu invisibilisée, c'est que finalement on aborde aussi la problématique que du point de vue de la fertilité, hein. Et toutes les autres dimensions qui sont fatigue, problématiques digestives, puisqu'on va le voir après, hein, c'est au-delà de l'appareil génital, hein, et reproducteur que ça pose problème. Bien, tout ça, ça reste invisibilisé. Aujourd'hui, il y a une filière de soins, mais on voit bien que la filière de soins doit aussi ouvrir, hein, à ces autres problématiques. Et finalement aussi,
comme on le réduit beaucoup à une problématique de fertilité, eh bien, la réponse, c'est souvent des traitements hormonaux. Il y a peu d'approches globales hein, qui renvoient aussi à l'alimentation, à la qualité de vie, Oui, hein, j'ai pas mis la caméra, j'ai pas mis. qui sont sur d'autres dimensions. Voilà. Donc aujourd'hui, si on fait un petit peu ce webinaire, et c'est à l'intention en premier lieu des entreprises, et quand nous on dit entreprise, on s'adresse à la fois aux directions et aux représentants des salariés, mais aussi d'après, il faut que ça diffuse auprès des managers pour que ce soit pris en compte dans les entreprises. Mais on voit que finalement, l'endométriose, il y a un double enjeu, un enjeu de santé publique, et là, on sait hein, cet enjeu très fort hein, dont il faut s'occuper, il faut lutter hein, contre cette problématique. Et entre autres, il y a eu la création des filières de soins, il y en a eu une en Hauts-de-France. Et là aussi, de ce fait, il y a aussi une nécessité d'informer, de sensibiliser médecins, mais aussi en obstétrique. Et là où on sort de la santé publique et on va aussi sur la santé au travail, et c'est notre registre, c'est là-dessus qu'on veut œuvrer, c'est qu'il y a vraiment des enjeux de prise en compte de cette problématique au niveau de l'entreprise pour permettre à des femmes d'être dans une forme d'égalité professionnelle pour des trajectoires professionnelles positives et qu'elles ne soient pas finalement limitées et réduites par leurs problématiques de santé. Et là, on le voit bien, c'est pour nous quelque chose de très important. C'est qu'il y a eu, on voit bien qu'il y a des impacts sur la vie professionnelle, et les témoignages vont nous le dire, mais il y a eu des enquêtes, des études Ipsos et Endo-France qui montrent que finalement 65% des femmes déclarent un impact négatif sur le travail de leurs problématiques d'endométriose et 49% aussi disent être freinées dans leurs évolutions professionnelles. Voilà. Et les facteurs aggravants de ce point de vue-là, c'est que il y a une imprévisibilité des symptômes, une absence d'aménagement. Et voilà. Donc, on voit bien que pour nous, l'enjeu aujourd'hui, c'est de prendre en compte cette pathologie pour des parcours professionnels positifs. Et ce que Stéphane Rousset, qui est là autour de la table, pourrait dire, c'est que comment dire, discriminer, on ne discrimine pas en se penchant, son expression, il va la dire, il la maîtrise mieux que moi. Il n'y a pas de la discrimination en se penchant davantage sur une problématique féminine. Voilà Tout pour à la... fait, Marilène. Différencier n'est pas discriminer, voilà. Voilà, très bien. Merci, merci, ça me paraissait utile de le repréciser. Voilà pour la dimension un peu, le contexte un peu sociologique de cette maladie qui fait que bah, finalement, ça fait quoi? Ça fait un an et demi qu'on commence à en parler, mais on voit qu'il y a encore du travail à faire. On va passer la parole maintenant à Jacques Desmarquet, qui est médecin du travail à Pressoir, hein, puisqu'il y a une fusion qui s'est faite, c'est plus Médicis, c'est Pressoir. Et puis, justement, pour traiter finalement il va nous faire une petite présentation, mais nous sommes des béotiens autour de la table, donc il sait qu'il faut rester sur ce registre-là, de ce qu'est cette maladie d'un point de vue médical, et puis sa variabilité. Et là, Tiffany appuiera cette dimension-là. Bonjour, donc je vais essayer de préciser quelques éléments. D'abord, en préambule, c'est les chiffres que vous avez là qui sont quand même très très importants. On estime qu'il y a à peu près au moins 10% des femmes qui sont atteintes d'endométriose. Je dis au moins parce qu'il y a plein des cas où elles sont négligées. On n'a pas une épidémiologie complètement fiable à ce sujet-là. Le temps moyen diagnostic, en fait, c'est entre 7 et 10 ans. Les raisons pour lesquelles c'est aussi long, c'est effectivement, il n'y a pas de prise en compte, comme l'a très bien rappelé Marilène, de la douleur pendant les règles. Et ce qui fait qu'il y a souvent une errance diagnostique qui peut être très très longue. Donc c'est vraiment l'un des problèmes majeurs. 70, alors c'est une maladie aussi, tout de suite que je vais passer le mot, c'est hétérogène. Chacune femme exprime son endométriose de manière différente. Une situation où il n'y a absolument pas de douleur, et une situation qui est hyperalgique. Donc on a quasiment tout le spectre de la douleur qui peut être plus ou moins intense. Quoi qu'il en soit, il y a quand même 70% des femmes qui ont des douleurs chroniques, invalidantes, et qu'on peut rajouter cycliques, parce que ça revient d'une manière très régulière. Dernier chiffre, 40%, un bon 40%, entre 30 et 40% des femmes qui ont une endométriose ont des problèmes de fertilité. Et actuellement, il n'y a pas de traitement spécifique de l'endométriose, c'est des traitements qui sont de nature symptomatique. Donc, diapositive suivante. Alors, pour bien comprendre, je vais pas rentrer dans des détails énormes, c'est juste bien comprendre ce qui se passe. Vous voyez, l'endomètre, c'est la zone de la paroi interne de l'utérus. Je pense que toute cette image par femme, vous avez ce qui est en jaune,
Ce sont les ovaires, il y a les trompes, l'utérus, le vagin, enfin le col de l'utérus et le vagin juste là. Ce qui est important, c'est l'endomètre que vous voyez, qui est la paroi interne de l'utérus. Cet endomètre, il a une spécificité très particulière, c'est qu'il réagit d'une manière très importante aux hormones. Pas seulement les oestrogènes, mais également la progestérone. Il faut savoir que cet endomètre change de morphologie d'une manière très rapide, en deuxième partie de cycle. Donc, il s'épaissit d'une manière très importante, avec plein de vaisseaux, plein d'éléments. Et ça, c'est lié à l'imprégnation hormonale. La finalité, c'est qu'une fois qu'il y a eu fécondation et que l'embryon se règne, il trouve un environnement qui lui permet de se développer. Alors ça, il faut bien le comprendre. L'endométriose, c'est juste certains éléments de cette paroi qui vont se trouver dans une zone autre. Quand, par exemple, le cycle féminin se passe, s'il n'y a pas eu de fécondation, s'il n'y a pas eu d'implantation en fait, d'un embryon, cette muqueuse qui est devenue très épaisse, très abondante, du fait de la chute des hormones, va se contracter. Et après, il y a élimination, c'est ce qu'on les règle, mais les éliminations se font par voie naturelle au travers du col, du vagin et l'orifice extérieur. En ce qui parle de l'endométriose, vous avez des éléments de cette paroi qui peuvent se distribuer à différents endroits. Ça peut être sur les ovaires, ça peut être dans les trompes, ça peut être à l'intérieur en fait, de l'utérus, mais parfois ça peut être hors de la sphère génitale, ça peut être la vessie, ça peut être le tube digestif, ça peut même remonter au niveau du diaphragme, au niveau du poumon. Donc, vous avez des morceaux de tissu d'endomètre qui sont situés dans des endroits externes à l'utérus. Et ces éléments tissulaires sont sensibles à l'imprégnation hormonale. Ce qui signifie, c'est que tous les mois, ces petites zones qui peuvent se trouver à différents endroits, qui peuvent être toutes petites, d'un seul coup, du fait de l'impression hormonale, vont grandir en taille et vont également s'atrophier. Ce sont ces cycles-là qui sont vraiment à la naissance de la douleur. Et ce n'est pas nécessairement des grosses lésions qui vont produire des grosses douleurs. C'est parce que d'autres mécanismes vont intervenir après, des mécanismes inflammatoires, des mécanismes qui vont amplifier la douleur au niveau neurologique. Donc, il faut bien comprendre que ces douleurs, ça survient à certains moments, pas à d'autres, c'est imprévisible, ça peut survenir un petit peu avant les règles, un petit peu après, ça peut perdurer, et c'est vraiment lié systématiquement à une femme qui va exprimer sa douleur, ses problèmes. Ça, il faut vraiment en tenir compte, c'est très important de considérer que c'est une maladie hétérogène, qui est cyclique, qui reviendra pendant toute la période en fait, d'activité génitale de la femme, en fait, entre la puberté et la ménopause. Et parfois, ça peut durer un petit peu après, malheureusement. Ensuite, donc les différentes formes d'endométriose, comme je vous l'ai dit, les petites zones, comment dire, de tissu ectopique, qui se trouvent dans différents endroits, peut se trouver au niveau du côlon, au niveau du ligament, au niveau du vagin, au niveau de la vessie utérus. Vous pouvez en avoir partout. Et vous voyez bien que sur la zone anatomique, il y a énormément d'organes qui sont concentrés un tout petit peu endroit. Et donc, quand il y a le fin de cycle interviennent, quand les saignements sont effectués au niveau de l'utérus, ça peut s'effectuer également dans les petites zones qui se sont enquistées. Et donc, le système immunitaire intervient pour essayer d'éliminer. Ça stimule également des zones neurologiques par des interactions. Et ça peut s'amplifier dans le temps, où vous pouvez avoir même des toutes petites variations qui peuvent être ressenties d'une manière très violente. Si vous voulez, dans le corps humain, on peut avoir des grosses variations de volume tant que les choses se font d'une manière très progressive, ça s'exprime très peu sur le plan de la douleur. En revanche, quand vous avez même des choses très minuscules, de l'ordre de quelques millimètres, mais qui varient d'une manière très rapide, ça, par contre, on va le ressentir tout de suite. Voilà un petit peu pour vous fixer la maladie, pour voir. Au niveau des traitements, là, actuellement, alors déjà, au niveau du diagnostic, ça commence à se clarifier. Il y a maintenant des centres spécialisés qui permettent, en fait, de mieux en mieux d'envisager, des diagnostics précis et des prises en charge de plus en plus efficaces. C'est un petit peu le rôle de différentes filières et autres qui permettent de référencer, si vous voulez, des médecins qui sont un peu plus spécialisés, tant sur le diagnostic que sur la prise en charge. Bonjour à tous, donc moi je suis Tiffany, je suis bénévole Endo-France, mais j'interviens aujourd'hui surtout en tant que personne atteinte d'endométriose. Le docteur Desmarquet l'a très bien dit, il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes en fait. Chaque femme va vivre différemment son endométriose et ses symptômes. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une prise en charge vraiment propre à chacune des femmes et à ce qu'elles ressentent.
Vous le verrez dans le courant de ce webinaire, on va être plusieurs témoins à vous parler un peu de ce qu'on a vécu. Ici, je vais juste vous présenter deux petites vidéos qui ont été réalisées par la mutuelle Aesio Mutuelle en 2024 pour montrer un peu les différences de perception dans le milieu professionnel entre voilà, ce qu'une femme ressent et ce que l'entourage professionnel peut percevoir de la maladie. Et on va continuer avec quelques témoignages de femmes qui ont été euh, recensées par l'association Endo-France, qui va bien introduire ensuite le sujet sur l'endométriose dans le milieu professionnel. Alors on a Sophie qui nous a remonté. On m'a dit que j'étais une tire au flanc parce que je m'absentais trop et que je n'avais pas de raison valable. Myriam, j'étais trop absente, alors mes projets ont été confiés à une autre personne. Patricia, on m'a clairement dit que je n'évoluerai jamais dans l'entreprise à cause de ma maladie. Et enfin, Colline, si je dis que je suis malade, je perds mon travail, je perds mon statut social. Je ne pourrai pas payer ma mutuelle alors que j'en ai besoin. Je vais finir en dépression si je perds tout ça. Alors je serre les dents, je ne dis rien, je travaille, et chez moi, je passe ma vie à pleurer et à souffrir. Donc, quelques témoignages assez poignants sur ce que les femmes atteintes d'endométriose peuvent vivre dans le milieu professionnel qu'on va du coup creuser avec les intervenants suivants. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Ameline Condamine, la présidente bénévole de l'association Endo France et je suis accompagnée de Chantal qui juste après vous partagera son témoignage. Moi je suis là pour vous parler un petit peu du travail d'Endo France. Endo France, très brièvement, on est une association de patientes agréée par le ministère de la Santé et par l'Éducation nationale. Chez Endo France, nous n'avons pas de salariés, nous sommes une centaine de bénévoles et on œuvre sur tout le territoire avec un petit peu plus de 700 événements par an et des milliers de mails. Et donc, c'est dans cette dynamique qu'on s'est intéressé à l'impact de l'endométriose sur la vie des personnes, mais notamment sur la vie professionnelle. Comme vous le disiez, Marilène, 65% des personnes reconnaissent un impact de l'endométriose sur leur vie professionnelle. C'est des résultats d'une étude qu'on a menée avec Ipsos et Gédéon Richter en 2020. Et, et en fait, ça, nous, chez Endo-France, ça nous a un petit peu alarmés parce que c'est pas parce qu'on a de l'endométriose qu'on peut pas travailler. Et dans ces 65% des personnes qui indiquaient que l'endométriose avait un impact sur leur vie professionnelle, bah, elles étaient quand même 62% à nous dire qu'il y avait un impact aussi sur leur capacité physique et intellectuelle. Pourquoi? Le docteur Desmarquet vous l'a très bien expliqué. L'endométriose, il n'y a pas une forme, il y a autant de formes que de personnes touchées par cette maladie. Ça concerne des millions de personnes. Donc une personne pourra très bien travailler avec son endométriose. Pour une autre, ce sera peut-être un peu plus compliqué et ça demandera des aménagements. Mais elles sont également être beaucoup plus stressées au travail. 58% nous disent qu'elles ont une augmentation de leur niveau de stress qui explique de fait en fait l'impact sur leur capacité physique et intellectuelle. Elles sont stressées parce qu'on ne connaît pas leur maladie peut-être dans le cadre professionnel. Elles ont peur de s'exposer à du jugement. Elles sont stressées parce que c'est une maladie qui est intime, avec des symptômes qui sont extrêmement hétérogènes et qui peuvent être perçus parfois comme honteux. Les troubles digestifs, les troubles urinaires, de devoir aller tout le temps aux toilettes, la peur peut-être d'avoir des règles hémorragiques sur le lieu de travail, et ben, tout ça, ça crée un niveau de stress. Et donc pour 56% d'entre elles, ben, ça finit par démotiver. Et en fait, pour les personnes atteintes d'endométriose, dans le cadre professionnel, il y a aussi tout ce qui est difficulté peut-être à tenir des positions de travail en fonction des atteintes. Chaque personne a sa forme d'endométriose. Donc en fait, pour certaines, ça va être difficile de rester assise toute la journée. Pour d'autres, ça va être de rester debout. Pour d'autres, il va falloir faire des pauses, peut-être un petit peu plus répétées dans sa journée parce que, vous l'avez vu, l'endométriose, il faut en moyenne 7 ans pour avoir un diagnostic. Donc la douleur, elle peut devenir chronique. Et on a des personnes qui ont mal absolument tous les jours et la douleur, elle épuise parce que les nuits, elles sont plus réparatrices. Et les traitements aussi qu'on a parfois pour l'endométriose qui peuvent être extrêmement lourds, extrêmement invalidants. Donc certaines, des fois, elles ont besoin d'avoir des pauses un petit peu plus courantes. Et donc parfois, toutes les missions qu'elles exerçaient sur un poste, bah, ça va peut-être
plus être possible à un moment donné en raison de leur état de santé, parce que par exemple, un métier qui aurait plein de déplacements professionnels, bah, c'est trop fatigant pour elle parce qu'elle est dans une fatigue chronique. Il y a des nombreux secteurs. Chez Endo-France, on a sensibilisé plus de 150 entreprises en 5 ans. On est extrêmement mobilisé pour sensibiliser sur ce sujet en entreprise et on se rend compte qu'il y a vraiment un angle mort dans les politiques RH pour les métiers qui ne sont pas des métiers notamment de bureau, tout ce qui est aide à domicile, conductrice de bus, SAP, qui demandent des aménagements qui parfois ne sont pas du tout considérés, alors qu'il existe des outils pour que ces personnes puissent concilier leur endométriose et leur vie professionnelle. Et j'aime beaucoup la phrase différencier, c'est pas discriminer. Moi, j'ai tendance à dire que parler d'endométriose en entreprise, c'est pas médicaliser le travail. Et je rejoindrai ce que disait Marilyn, c'est vraiment un enjeu d'égalité pour avoir des trajectoires positives et donc éviter la désinsertion professionnelle de ces personnes qui sont concernées par une maladie invisible telle que l'endométriose, qui peut être un handicap invisible et qui donc rentre dans les 80% des handicaps invisibles. Il existe plein de leviers pour pouvoir concilier son endométriose et sa vie professionnelle, peut-être aussi d'aménager l'organisation du temps de travail avec l'aide des services de santé de prévention au travail qui sont vraiment le relais principal pour pouvoir accompagner les entreprises dans le maintien en emploi des personnes qui auraient des difficultés dans leur vie professionnelle en raison de leur endométriose. Ça peut peut-être être plus flexible dans l'organisation du télétravail, adapter le poste de travail, parfois adapter les missions. Vraiment, les services de santé de prévention au travail, si vous identifiez une collaboratrice qui est peut-être en difficulté, qui ne vous a pas parlé de sa maladie, il n'y a pas d'obligation de parler de son état de santé, bah, peut-être vous, spontanément, d'aller solliciter les services de santé de prévention au travail pour qu'ils puissent peut-être intervenir, voir avec elle et voir s'il existe peut-être des outils pour pouvoir aménager son organisation de travail, adapter le matériel, par exemple. Il y a aussi tout ce qui peut être de créer un climat de travail qui est inclusif et qui est bienveillant. Quand le climat de travail il est inclusif, quand on a une vraie démarche proactive pour favoriser l'inclusion et la diversité au sein de son entreprise, on permet de libérer la parole des personnes qui seraient dans des situations de handicap, dont les personnes qui sont atteintes d'endométriose, selon leur forme. Et le fait d'avoir ce climat va plus facilement libérer la parole. Si on libère leur parole, bah, ça permet d'anticiper, ça permet d'être proactif et donc ça te permet forcément d'être plus efficient et de pouvoir conserver aussi le bon fonctionnement de son entreprise tout en préservant la qualité de vie au travail de ses collaborateurs, ce qui est, je pense, quand même essentiel. Donc, il y a s'informer, comme vous le faites aujourd'hui, organiser des campagnes de sensibilisation en entreprise, puisque c'est tous les acteurs de l'entreprise qui doivent être sensibilisés à ce handicap invisible qu'est l'endométriose. Il y a aussi, c'est très simple à mettre en place par expérience, parce qu'on a beaucoup de retours d'entreprise, de proposer un espace ressource. C'est quoi un espace ressource? C'est un lieu que vous mettez à disposition de vos collaborateurs où ils peuvent s'isoler avec une bouillotte, un petit fauteuil, un petit canapé, où en fait elles vont pouvoir s'isoler, prendre leurs médicaments, se poser quelques minutes le temps que le médicament il agisse, mettre une bouillotte sur leur ventre, peut-être faire leur séance de yoga ou de sophrologie très rapidement, puisque ce sont des soins de support qu'on dit recommandés par la Haute Autorité de Santé dans la gestion de la douleur. Et en fait, on sait par expérience que les personnes qui ont une bonne prise en charge de leur endométriose, lorsqu'elles prennent leur traitement au bon moment, lorsque la douleur arrive, en moyenne, 20 à 30 minutes après, elles sont en capacité de retourner travailler. Donc, c'est parfois de pouvoir permettre à un moment donné à la salariée de pouvoir s'isoler, de pouvoir se poser, pour qu'après, en fait, elle puisse revenir tout simplement au travail. Et cette flexibilité, le fait que ce soit bienveillant, bah, ça permet à tout le monde de pouvoir fonctionner ensemble. Je pense aussi, ce qui est très important, c'est d'avoir des vraies politiques de soutien de maintien en emploi. Quand c'est possible, eh ben, favoriser la mobilité en interne, parce que peut-être que la personne, à cet instant, son métier, il est peut-être pas adaptable à la fois avec les besoins de l'entreprise et à la fois avec ses besoins à elle, et donc ses limites en raison de sa maladie. Et aussi tout ce qui est accompagner les collaborateurs, faciliter les démarches administratives, les aider, notamment sur la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés, qui peut être, selon la forme d'endométriose, un outil de maintien en emploi, à la fois pour vous en tant qu'entreprise, parce que du coup, ça vous donne des aides, ça vous donne des outils pour maintenir en emploi, mais ça permet aussi de protéger la salariée. Je pense vraiment que les messages clés et qui ont déjà été très bien dit juste avant par tout le monde, chaque endométriose est unique. Il y a des personnes qui vont très bien travailler avec leur endométriose et il n'y aura aucun souci. Puis pour d'autres, peut-être parce qu'il y a eu de l'errance diagnostique, peut-être parce qu'il y a eu de multiples opérations, parce qu'il y a des traitements qui sont extrêmement lourds, et ben, il faudra des adaptations. Et pour ça, vous avez des outils, les services de santé de prévention au travail, être proactif dans vos politiques RH en interne,
peut-être sensibiliser sur le handicap invisible. C'est vraiment des adaptations qui doivent se faire au regard, moi je le pense vraiment, de chaque problématique individuelle sans jamais juger. Parce que si on veut que les collaborateurs libèrent leur parole, il ne faut pas juger sans connaître peut-être la maladie. Et donc je vais laisser Chantal vous présenter brièvement son parcours avec la maladie au sein de son entreprise. Alors bonjour à tous, je m'appelle Chantal, j'ai 42 ans, je suis mariée et maman d'un enfant. Donc je travaille depuis plus de 20 ans dans le secteur bancaire en Île-de-France en tant que chargée de clientèle. Donc il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai été diagnostiquée d'une endométriose sévère et adénomiose. Donc au quotidien, ça se traduit par de forts ballonnements, une fatigue chronique importante, des douleurs lombaires, des troubles digestifs avec également une vessie hyperactive. Et je souffre aussi de gonflement des jambes, ce qui rend certaines journées très difficiles. Donc depuis mon diagnostic, j'ai subi déjà 18 interventions chirurgicales en 6 ans. Dont une suite à un AIT qui a nécessité une opération du cœur. Et là, jeudi, je fais ma 19e opération. Donc, après 2 ans et demi d'arrêt, j'ai repris le travail en 2022. Mon entreprise n'a malheureusement pas pu me proposer de poste fixe, car le médecin du travail a recommandé que je sois plus du tout en contact direct avec la clientèle pour éviter le stress et la fatigue. Donc, ils m'ont proposé plusieurs missions. Donc, cette reprise du travail a été un véritable combat pour moi. J'ai dû insister auprès du médecin du travail qui considérait à tort que mon hystérectomie m'avait guéri, ce qui n'est pas du tout le cas. Finalement, j'ai réussi à obtenir 2 jours de télétravail par semaine et un aménagement de poste avec un siège ergonomique après de multiples rendez-vous avec le médecin du travail. J'ai la chance d'avoir une directrice très compréhensive qui me permet de télétravailler lors de mes crises les plus douloureuses. Mais aujourd'hui encore, je fais face à de grandes difficultés de reconnaissance. Je suis actuellement en arrêt maladie à cause d'une fatigue extrême. Je dois dormir entre 3 et 4 heures par jour en attendant mon opération de jeudi. Et là, pour avancer, j'ai dû faire appel aux organisations syndicales pour que ma situation soit prise en compte et pour qu'on m'aide à trouver un poste fixe adapté à ma RQTH et à mon rôle de proche aidant. J'ai même financé une formation de ma poche pour favoriser ma reconversion, car je ne me suis pas sentie accompagnée par les référents handicap ni par la médecine du travail. Donc aujourd'hui, je témoigne pour donner de la visibilité à cette maladie pour que les parcours professionnels des femmes atteintes d'endométriose soient mieux compris, soutenus et accompagnés. Voilà. Ben, Merci Chantal. Chantal, hein, pour ce témoignage très poignant, je dois dire. Et ça donne toute la force à ce travail qu'on essaie d'engager avec les entreprises, hein, sur ce sujet-là. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Merci. Donc, on va passer un petit peu la parole maintenant à l'enjeu justement de prise en compte de la pathologie en entreprise. En général, est-ce que sachant qu'est-ce que il y a d'autres pathologies, est-ce qu'on n'est pas dans le cadre des MCE, ça a été un petit peu évoqué. Et là, on laisse Nabila de la DRETS et Jacques de Pressois faire un duo sur le sujet. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi je suis donc Nabila Tajoudi de l'adresse, directrice adjointe du travail, et j'ai en charge le pilotage du plan régional santé travail, et je copilote en fait ce comité technique avec Marilène Copy. La question en fait des maladies chroniques évolutives, hein, qu'on appelle MCE, c'est une problématique en fait qui se pose de façon assez, enfin avec beaucoup d'acuité aujourd'hui pour les entreprises en particulier. On a une difficulté, c'est Ameline Condamine qui disait tout à l'heure, elle a utilisé une expression que je trouve très appropriée,
traiter, enfin tenir compte en tout cas de cette pathologie, ça n'est pas médicaliser le travail. Et cette problématique-là, finalement, on peut l'avoir avec d'autres pathologies, puisque, alors vous le savez, vous le savez peut-être pas, on a un rapport en fait du Césaire, une étude du Césaire qui avait été commandée par l'ANACT, si je ne m'abuse, qui indique en fait qu'à partir de 2025, on aurait un salarié, enfin 25% donc, de salariés atteints de maladies chroniques évolutives. Ce qui signifie très clairement que si on part du principe qu'effectivement, ben, moi, entreprise, je n'ai pas à en tenir compte parce que on est au travail, on n'est pas en dehors, on risque en fait de générer des difficultés importantes à la fois pour les salariés, mais aussi pour l'entreprise, au regard justement de l'importance de ces sujets. Donc ces maladies chroniques évolutives, elles posent évidemment un problème en matière de santé publique, mais comme vous le savez, c'était un petit peu la question du Covid, hein. Le Covid, il ne s'est pas arrêté aux portes de l'entreprise en se disant, tiens, là, moi, je relève de la santé publique, je ne rentre pas dans l'entreprise parce que là, on parle de santé au travail. Donc ces problématiques-là, qui sont des problématiques de santé publique, hein, ce ne sont pas des pathologies qui sont nées de l'exposition, par exemple, à un produit chimique, mais la question, elle est, bah, j'arrive avec une pathologie en tant que travailleur, comment est-ce qu'on fait justement pour tenir compte de cette pathologie? Et donc ça, c'est une question en fait que les autorités publiques, notamment dans le cadre du plan santé-travail, tiennent compte de plus en plus, y compris dans la loi donc, de 2021. Et il est très clairement demandé aujourd'hui aux services de prévention et de santé au travail, enfin, l'une de leurs missions, c'est justement le maintien en emploi et c'est aussi la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, c'est un sujet qui est déjà actuellement important, hein, qui a été très important, qui a été posé notamment dans le cadre du plan santé-travail 4. Là, on va basculer à partir de l'année prochaine dans le plan santé-travail 5. Et c'est donc très clairement en fait un sujet sur lequel les autorités publiques nous demandent de travailler. Il y a plusieurs leviers qui existent. On a évoqué le rôle très important, et le docteur Desmarquet va nous en dire un mot, des services de prévention et de santé au travail. Il y a notamment la cellule de prévention et des insertions professionnelles, hein, le docteur Desmarquet nous en dira un mot, qui est très importante et qui a été conçue aujourd'hui comme un guichet unique pour éviter l'éparpillement. C'est un acteur, enfin c'est une cellule qui est très mal connue des entreprises en général, hein, que ce soit du côté des directions, de l'encadrement ou des salariés et de leurs représentants eux-mêmes. Il existe aussi tout un tas de dispositifs qui permettent le maintien en emploi quand c'est possible ou dans l'emploi de façon générale pour éviter la désinsertion professionnelle. Là aussi, ces dispositifs sont très largement méconnus. Donc, c'est notre rôle aussi de porter à votre connaissance que tous ces acteurs, que tous ces dispositifs existent et qu'il ne faut pas hésiter, encore une fois, à les solliciter. Voilà, j'en dis pas plus et je laisse la parole peut-être au docteur Desmarquet pour nous en dire davantage. Merci Nabila. Je vais revenir sur deux choses. D'abord, la présentation d'Aline qui a quasiment tout dit. Parce qu'en fait, sur la simple. Non, mais c'est vrai, c'est remarquable parce qu'en fait, il y a plein de pistes simples en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir des choses très compliquées. Il suffit juste de les mettre en œuvre. Et après, je vais rebondir sur le témoignage vraiment très émouvant de Chantal, parce que elle pointe vraiment des éléments importants. C'est d'abord le fait que les interlocuteurs qu'elle a eus au niveau de la médecine du travail, voire un médecin, il y en a très peu qui sont formés à ces questions-là. Et donc, on voit très bien la manière dont a été abordé son cas n'est pas conforme à l'état de l'art actuel. Il faut vraiment, et c'est un peu le but du jeu du PRST, du comité endométriose, une des priorités sera d'informer mes collègues, d'une manière générale, que ce soit les médecins du travail mais les autres, de la réalité de la maladie d'une part, et puis des mesures à prendre. Parce que concernant Chantal, ils ne sont occupés que de l'organique, pas du fonctionnel. C'est-à-dire qu'ils sont occupés de l'organe, mais pas de la manière dont vous ressentiez les choses. Ce qui est en fait la priorité, ce n'est pas tellement vos organes, c'est comment vous le ressentez, comment vous pouvez le vivre et comment on doit vous accompagner. Pour revenir à ce qu'a dit Nabila, enfin, la présentation de Nabila, actuellement, effectivement, les services de santé au travail, on n'avait initialement que des rôles réglementaires de quelques visites à voir et de s'occuper au cas par cas. Actuellement, on nous a donné des missions plus larges, une notamment qui est importante, qui est de créer ce qu'on appelle ces cellules de désinsertion, de lutte contre la désinsertion professionnelle. L'idée étant que ce n'est pas qu'un problème médical. Pouvoir aménager des postes, prendre en charge, le maintien en emploi, c'est de la coopération. La coopération, il faut, dans ces cellules PDP, où on a, en fait, si vous voulez, comme c'est indiqué dans le des services sociaux de la CARSAT, nos services sociaux des services de santé au travail, Cap Emploi, la GFIP, la CPAM, les médecins conseils. Comme a dit justement Nabila, c'est un guichet unique. On a tout le monde réuni autour de la table
pour étudier au cas par cas. Jusqu'à présent, ceux qui stimulaient, c'était souvent nos partenaires ou également les services au travail. On va ouvrir ces cellules PDP aux salariés qui pourront mobiliser cette cellule PDP et même les chefs d'entreprise. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à venir nous stimuler pour être présentés en cellule PDP. Maintenant, il y a des adresses mail dédiées à la cellule PDP quasiment dans tous les services au travail, tout du moins dans les Hauts-de-France, puisqu'on a tous travaillé ensemble sous la direction du docteur Verquin, qui a fait un boulot remarquable justement pour harmoniser l'ensemble et nous permettre d'ouvrir ces cellules PDP aux salariés, comme aux chefs d'entreprise, comme aux RH, etc., pour, dans des cas un peu compliqués, tout le monde est réuni et ça va, je peux vous assurer, beaucoup plus vite, parce qu'on a tous une temporalité un petit peu différente. Et pour suivre la diapositive suivante, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a plein de dispositifs actuellement pour permettre aux salariés de rester dans l'emploi, que ce soit l'ESP encadré, le CRPE, les temps partiels thérapeutiques que nous, en tant que médecins, on peut préconiser et que le médecin traitant peut mettre en place. Il y a des aménagements de poste. Et là, je reviens même sur des choses très, très simples. Et je reviens aussi sur ce qu'a dit Hamid, c'est sur la flexibilité du temps de travail. Et ça va faire partie de notre boulot de service au temps de travail, de faire passer le message en entreprise, parce qu'on a des salariés qui travaillent généralement très bien. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites et que les femmes qui avaient une endométriose, en fait, le paradoxe, c'est qu'elles étaient énormément plus efficaces que d'autres dans les temps d'activité. Le tout, c'est de moduler ces temps et qu'ils soient adaptés. Bon, je crois qu'on avait discuté pour certaines qui avaient des douleurs, par exemple le matin entre 6h et 8h, c'est absurde de les faire commencer à 8h30. Autant les faire commencer à 10h et qu'elles puissent dérouler leur journée de travail. Encore faut-il que dans l'entreprise, on mette en place des indicateurs pour vérifier si les gens sont efficaces ou pas. Ça, c'est très simple à faire. J'avais posé la question aussi la dernière fois, la satisfaction client, visiblement, que les horaires soient décalés, ça ne change strictement rien. Donc, à nous de faire le travail de formation, d'information et de modifier les pratiques en entreprise. Alors, non seulement les cellules PDP sont présentes, non seulement il y a un ensemble de dispositifs, mais il y a des aides financières. Alors, il y en a une qui a été oubliée, c'est que pour des diminutions de cadence de travail, on peut faire appel à des subventions de la GFIP à ce niveau-là, etc. La reconnaissance de maladie, enfin de qualité de travailleur handicapé, la RQTH, il va falloir la généraliser parce que ça peut impliquer d'abord une reconnaissance d'un handicap, ça il faut quand même le faire et bien dire que c'est une maladie invalidante, ça c'est une évidence, mais encore faut-il qu'il y ait un statut de ça. Donc il faut que nous en œuvre pour qu'il y ait une reconnaissance globale. Et après, il y a des moyens qui peuvent être mis en œuvre par l'intermédiaire de Cap Emploi. Juste le message, c'est ça, c'est qu'il existe justement ces cellules PDP qui, encore une fois, sont très, très largement méconnues. Et tous ces dispositifs, on en a cité seulement quelques-uns, mais qui sont vraiment très nombreux. Il y a des aides financières, etc. En tout cas, sur ce plan-là, il y a largement de quoi faire. Mais la clé d'entrée, encore une fois, à retenir, c'est le service de prévention de santé au travail. Moi, ce que je constate en consultation, quand on parle de ça, les femmes sont toujours surprises qu'il y ait une écoute. Donc, il faut vraiment que ça soit généralisé. Le premier temps, quelle que soit la nature de la visite médicale, ça peut être une visite de pré-reprise pendant qu'elles sont en arrêt de travail, une visite réglementaire à la reprise du travail. Il faut vraiment que nos collègues et puis les infirmiers sanitaires, on soit vraiment à l'écoute. Parce que généralement, en les écoutant, déjà, il y a une reconnaissance de quelque chose, ce qui n'est pas toujours le cas. Et d'autre part, ça permet déjà d'orienter les mesures qu'on doit prendre pour aider la salariée à rester en poste. Ok, merci beaucoup. Merci pour ces éléments. On a vu, hein, il y a eu deux prises de parole dans le chat de dames qui précisent être aussi concernées par la maladie et qui sont prêtes aussi à témoigner. Merci beaucoup, mesdames, aussi de vous être exprimées. On va aller sur le dernier enjeu, hein, qui est l'enjeu juridique. Alors, on a déjà eu beaucoup de choses, comment on prend en compte la pathologie dans l'entreprise. Et là, on va remonter d'un cran aussi sur comment les acteurs du dialogue social, donc direction et représentants des personnels, peuvent aussi s'emparer du sujet. Et on a Stéphane Rousset, représentant CFE-CGC, qui va s'exprimer, et Tiffany, qui là va relater aussi son expérience. Stéphane, on te laisse prendre la parole. Je te remercie, Marie-Hélène. Bonjour, donc Stéphane Rousset, je représente ici dans ce webinaire la CFE-CGC et je vais aborder un peu en effet certaines notions, on va dire pas légales, mais d'enjeux juridiques, et j'essaierai de ne pas faire trop de redites par rapport à toutes les très bonnes interventions qui viennent d'avoir lieu.
Alors, l'obligation de sécurité de l'employeur, c'est le très connu en entreprise, L 4121-1 du Code du travail, qui fixe le cadre juridique de l'obligation générale de sécurité qui incombe à tout employeur. Cette obligation donc impose à l'employeur de prendre ce qu'on appelle toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et cette obligation, en fait, s'applique sans restriction à l'ensemble des pathologies susceptibles d'affecter les salariés, donc y compris les pathologies chroniques comme l'endométriose. L'obligation de sécurité comporte 3 volets. Le premier sont des actions de prévention des risques professionnels, le second des actions d'information et de formation des salariés, et le troisième, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Donc, on le voit, l'employeur doit veiller à l'évaluation des risques, mais il doit aussi les faire apparaître dans le DURP, c'est-à-dire le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est tout autant une obligation légale, un document qui répertorie, mais aussi un outil de travail et de dialogue social sur la santé au travail. Et enfin, je vais aussi citer la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui précise en fait expressément que l'évaluation des risques doit tenir compte de l'impact différencié de l'exposition aux risques en fonction du sexe. Cette obligation, que l'on appelle l'approche genrée des conditions de travail, impose à l'employeur d'analyser distinctement les expositions aux risques professionnels des femmes et des hommes, en considération que des situations de travail apparemment identiques peuvent générer des risques différents selon le sexe des salariés exposés. Donc là aussi, on pourrait dire différencier n'est pas discriminer, c'est aussi un point légal, peu connu, peu appliqué, mais néanmoins qui existe. L'attention avec le secret médical. Alors, l'attention, peut-être que le terme est un peu fort, mais je vais vous un petit peu expliciter ceci. Le médecin du travail, lui, il intervient dans le cas de l'endométriose selon un principe de stricte confidentialité des données médicales. Le rôle est de garantir la protection des salariés via des éventuelles préconisations d'aménagement du poste ou des conditions de travail, mais transmise à l'employeur sans révélation du diagnostic ou la nature de la pathologie. Ça, c'est très important. Donc, dans ces limites, le médecin du travail peut réaliser une évaluation des conséquences de la pathologie sur l'aptitude à occuper le poste, exercer l'activité professionnelle. Ça encore été, le docteur Desmarquet a abordé encore plus que complètement ce point. Il peut faire des préconisations d'aménagement. Je vais pas faire de la redite par rapport à ça et tout l'étendue du spectre qu'un médecin du travail peut occuper. Il y a néanmoins des limites dans son champ d'intervention. Il ne peut impossibilité de communiquer, par exemple, tout élément médical, diagnostic ou de traitement à l'employeur ou à la ligne managériale. Transmission uniquement des mesures de prévention ou d'adaptation jugées nécessaires sans identification, nominative de la pathologie. On ne peut pas dire « je mets ça en place parce que la salariée a cela ». Ça n'est pas possible. Prise en compte des demandes individuelles restreintes par la nécessité de préserver la confidentialité, ce qui peut limiter la personnalisation des dispositifs collectifs. Eh bien oui, il n'y a pas une endométriose, il y a des endométrioses. Et dans un cadre global, il y aura toujours des spécificités. Mais comment mettre en place une spécificité quand on ne peut pas en fait pointer du doigt des choses très précises qui font que ces spécificités doivent exister? Ça n'est pas facile. Toute action d'accompagnement collectif doit être déployée en fait sans ciblage des personnes concernées, sauf consentement express. Donc, on le voit, le cadre du médecin du travail qui vise à concilier la protection de la santé et l'adaptation des situations professionnelles reste quand même soumis au secret médical absolu, ce qui reste quand même la condition juridique, centrale dans la démarche de prévention d'aménagement en entreprise. Je peux rajouter un truc, c'est que, excuse-moi Stéphane, non, vas-y. Plus que juridique, c'est déontologique, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est impossible pour nous impossible. Trahir le secret médical, on trahit la confiance. Et on ne peut plus travailler dans ces conditions. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais s'en dédire, ça va être très compliqué.
Et juste pour rebondir sur les propos de Stéphane, ce qui est important, parce que c'est important ce qu'il dit là, c'est que c'est là où on se rend compte que dans les petites entreprises, c'est beaucoup plus adaptable que dans les grandes, parce que dans les petites, les gens communiquent un peu plus. Alors oui, donc on est un peu face à un paradoxe en ressources humaines. Comme on l'a vu, l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés. Cependant, le cadre réglementaire impose le respect absolu du secret médical. Aucune information sur le diagnostic ou le détail de la pathologie ne peut être exigée ou communiquée, comme on l'a vu. Il y a en fait une forme de dissociation entre l'obligation et les contraintes. Ça crée des tensions opérationnelles. L'employeur doit mettre en œuvre des mesures adaptées, organisation du temps de travail, adaptation des postes, facilitation des pauses, etc., on l'a vu, tout en ignorant la cause exacte des besoins. La personnalisation des dispositifs s'en trouve limitée. Il n'est pas possible de cibler une réponse sur l'origine médicale déclarée, mais uniquement sur les situations vécues par les salariés et les préconisations, bien entendu, du service de santé au travail. C'est un sacré défi quand même. Et les équipes RH sont soumises à ces contraintes que je viens d'évoquer. Elles doivent donc renforcer au mieux leur capacité d'écoute et de réaction, tout en veillant en même temps à ne pas contrevenir à la législation sur la protection des données de santé et surtout à la non-discrimination fondée sur l'état de santé. Et là, on a eu un témoignage où moi, en tant que représentant, je m'interpelle quand même sur les limitations qui ont été portées à l'exercice professionnel et qui étaient fondées sur l'état de santé de la salariée. On n'est pas là pour discourir de ça, mais le témoignage avait été quand même très, très interpellant. Donc, le défi pour les entreprises réside donc dans la construction de politiques inclusives et génériques qui apportent des réponses efficaces aux besoins des salariés vulnérables, tout en respectant scrupuleusement, je dirais, le respect du secret médical. Comme je dis, quand même un sacré défi. Alors, les impacts professionnels de l'endométriose. Bon, on a eu des témoignages qui étaient très parlants sur les impacts professionnels de l'endométriose. Quelquefois, même devoir changer d'entreprise, tout simplement parce qu'il n'est plus forcément possible de faire son métier dans l'entreprise telle qu'on est. Et ça, en fait, il y a un spectre d'impact qui est bien au-delà de l'individu affecté. On doit avoir une approche en fait sur ce sujet qui est un peu plus holistique, qui guide la compréhension globale des enjeux pour l'entreprise pour justifier des investissements en aménagement et prévention. La négociation collective, bien, en fait, la loi elle est un petit peu silencieuse sur la thématique précise de l'endométriose. C'est pour ça que la négociation collective en entreprise, en fait, ça devient un levier déterminant. Il y a des entreprises qui ont mis, par exemple dans le secteur bancaire ou informatique, qui ont mis en place des jours d'absence menstruelle sans perte de salaire ou des protocoles de reprise progressive après un arrêt maladie beaucoup plus accompagnatrices. Et ça a été issu du dialogue social. C'est-à-dire que ce sont les représentants du personnel en concertation avec l'employeur qui ont décidé de mettre en place des choses qui sont supplétives, c'est-à-dire au-delà du cadre légal. On est bien dans le dialogue social en se disant nous avons des personnes qui ont ce type de pathologie, qu'est-ce qu'on fait pour elles dans le concret? Donc, bien entendu, le télétravail, par exemple, n'est pas adapté à toutes les entreprises. Tout le monde n'a pas un travail qui permet de télétravailler. Néanmoins, quand c'est possible, mettre ça en place et peut-être mettre certaines conditions pour certaines personnes qui ont certains types de pathologies sans contrevenir au principe du secret médical, c'est un levier d'action. Les horaires flexibles aussi, avoir des horaires un peu plus élastiques ou quelquefois sur les périodes sur lesquelles c'est le plus douloureux, d'avoir une plus grande flexibilité. Ça aussi, par exemple, c'est un levier d'action. Donc, des leviers d'action existent. L'écosystème de santé. Face à l'endométriose, on doit avoir une synergie des acteurs de santé. Du travail, et bien sûr les SPSTI, la RAC, mais aussi les associations comme Endo-France, par exemple, et je sais pas, en d'autres, enfin, des acteurs. Il y a par exemple des entreprises en Hauts-de-France avec Endo-France qui ont organisé des ateliers de sensibilisation et des groupes de parole avec tout ce qui était référent QVCT. Donc, en fait, l'écosystème du travail permet de mettre en place une culture de la coopération dans l'entreprise qui améliore la prévention
qui va pouvoir augmenter la traçabilité des engagements dans le BURP et surtout favoriser une dynamique d'inclusion qui est beaucoup plus durable. Oui, des solutions pratiques. Bon, on en a parlé, le télétravail ponctuel ou régulier, ça fait partie de choses relativement simples et qui peuvent être adaptées. Un médecin du travail peut, s'il y a un accord d'entreprise qui prévoit du télétravail, peut très bien dire, ben, on va mettre des travails supplémentaires pour cette personne, par exemple. Les aménagements ergonomiques du poste, proximité des sanitaires. En effet, si on ne doit pas traverser toute l'entreprise, qu'on doit aller au sanitaire, quelquefois pour les salariés concernés, c'est quand même mieux. Bon, la reconnaissance RQTH, le docteur Desmarquet en avait bien pas parlé. Les espaces de repos aménagés, ça y est, ça a été dit, en effet, avoir une salle quand c'est possible, avec de quoi faire chauffer une bouillotte, pouvoir s'allonger, ça aussi, c'est quelquefois des aménagements qui peuvent être possibles relativement facilement. Les places de parking réservées, en effet, avoir un parking, enfin une place plus près de l'entrée, etc., moins marché, ce sont des choses concrètes, quelquefois simples, qui ne règlent pas, qui ne guérissent pas, mais qui permettent de mieux vivre au travail avec sa pathologie. Alors, les démarches d'accompagnement, sensibilisation et prévention. Alors, sensibilisation, il faut sensibiliser la ligne managériale parce que, comme on l'a dit, c'est une pathologie qui est pas non reconnue, pas forcément connue, et il faut déjà réussir à en parler et que les lignes managériales comprennent, puissent identifier et puissent mieux accompagner. La prise en compte de l'endométriose au travail, ce n'est pas un supplément d'âme. C'est une exigence de conformité, de performance et de responsabilité. Parce que pour une entreprise, choisir l'inclusion, c'est aussi construire la résilience et l'attractivité de l'entreprise demain. Le médecin du travail, dans ce que je viens de dire, c'est vraiment un acteur incontournable. L'obligation de sécurité, elle aussi, elle est incontournable. Mais globalement, il faut renforcer la culture de la prévention, il faut garantir un accompagnement individualisé et respectueux du secret médical, et il faut inscrire l'ensemble de tout ça dans une dynamique d'amélioration continue et surtout de dialogue social, parce que grâce au dialogue social, on peut faire avancer ce que la loi ne fait pas encore avancer à aujourd'hui. Et je finirai en effet, lorsque ici, on ne discrimine pas en identifiant précisément certaines choses pour améliorer les conditions de travail de ces salariés qui ont une endométriose, qui ont des endométrioses. Voilà, j'en ai terminé. Donc, vous l'avez bien compris, aujourd'hui, c'est un petit peu une première pierre que nous posons, enfin une seconde en réalité, puisqu'on avait déjà organisé un grand événement qui avait connu un grand succès il y a 2 ans de cela. Et donc là, il s'agit en fait d'organiser des webinaires peut-être un peu plus rapprochés, répétés à destination d'une part des entreprises, hein, à la fois des représentants du personnel, des directions, et puis d'autre part à l'intention des services de prévention et de santé au travail. Donc voilà là un premier axe, mieux informer, continuer de mieux informer. Et ça, c'est une action en fait qui devrait en fait être poursuivie tout au long du prochain plan régional santé-travail, qui est un plan quinquennal. Un autre axe de travail, c'est de travailler alors d'une part avec les services de prévention et de santé au travail pour mieux tenir compte de cette pathologie, en tout cas améliorer en fait les propositions de maintien en emploi des salariés atteints d'endométriose. Donc on va travailler avec les services de prévention et de santé au travail d'une part, et puis d'autre part, on vous propose de travailler avec vous, de travailler avec les entreprises. Alors encore une fois, dans les entreprises, il y a la direction, mais il y a aussi les salariés et les représentants du personnel. Et en fait, on va en fait vous proposer de travailler autour donc de la question du dialogue social, des mesures en fait pratico-pratiques que vous pourriez mettre en place en fait au sein de votre entreprise pour permettre justement à ces femmes atteintes d'endométriose, à ces salariés atteints d'endométriose, d'être maintenus en emploi et puis aussi d'avoir peut-être une meilleure qualité de vie et de conditions de travail, puisque Marilène l'a expliqué tout à l'heure. Il y a certes la question donc, du maintien en emploi en tant que tel, mais il y a aussi la question de la trajectoire professionnelle, puisque beaucoup de nombreux témoignages hein, nous racontent, hein, nous disent que c'est compliqué de dire à son employeur qu'on atteint d'endométriose et que ben, bien souvent, malheureusement, c'est un frein en fait à l'évolution donc de carrière, à l'évolution donc de la trajectoire professionnelle. Comment? La question du comment, ce sondage le montre. Hein, vous êtes intéressé, mais vous savez pas trop comment. Nous vous proposons en fait de travailler avec nous et nous recherchons 4 à 5 entreprises qui seraient volontaires en fait pour travailler en mode expérimental avec nous dans le prochain plan régional santé-travail. Marilène
Marilène l'a dit, c'est une action qui est soutenue par le ministère du Travail et par l'ANACT. C'est une action donc, qui est destinée à être déployée, à être essaimée dans d'autres régions et au niveau national. Donc, je remercie par avance les entreprises qui seraient intéressées pour travailler avec nous en mode laboratoire, de bien vouloir revenir vers nous. On va vous envoyer un lien en fait pour vous inscrire. Voilà. Moi, j'aimerais bien quand même que Tiffany puisse s'exprimer, même si c'est à la fin, mais son témoignage est intéressant dans le cas d'une prise en compte dans une petite entreprise. Merci pour ceux qui peuvent rester. Et Tiffany, vas-y, j'aimerais bien que tu t'exprimes quand même. Merci Marilène. Oui, moi je vais dire que je suis un peu la caution positive qui montre qu'une endométriose au travail, ça peut aussi très bien se passer. Donc je suis office manager dans la société EasyDesk. EasyDesk, c'est une société de services informatiques. J'y suis rentrée en 2016 en tant qu'assistante administrative. On était 7 à l'époque salariés. Aujourd'hui, on est 21. Je suis devenue office manager, donc j'ai pu évoluer au sein de l'entreprise. J'ai une assistante désormais pour m'aider dans mes tâches. Mon entrée chez EasyDesk a coïncidé plus ou moins avec le début de mes douleurs liées à l'endométriose. J'ai pas un parcours chaotique comme certaines avec l'endométriose. J'ai eu la chance d'être diagnostiquée assez rapidement, en 3 ans. Donc on va dire que c'est assez rapide quand on voit encore les délais de diagnostic aujourd'hui. J'ai été pas diagnostiquée vite, par contre, pardon, parce que j'ai eu la chance d'avoir rencontré EndoFrance sur mon chemin qui m'a aidé justement dans ce diagnostic. Donc on va dire que mes premiers symptômes ont commencé fin 2015 et je suis rentrée en août 2016 chez EasyDesk. Faut savoir que quand j'y suis rentrée, j'étais la seule femme. On est dans un milieu quand même très masculin. Donc je crois que dès le deuxième jour, j'étais déjà pliée en deux à cause de mes règles. On commence, moi c'était mon premier boulot à la suite de mes études, hein, vraiment premier emploi. Euh, Bah, on arrive, on se dit, bah, on connaît personne encore, on va peut-être pas commencer à dire qu'on a mal, qu'on va être plié en deux, que ça va pas aller. Donc on y va, on serre les dents. Et j'ai eu la chance du coup de tomber sur cette entreprise et sur ce directeur formidable qui est Adèle, qui a vu de lui-même que je n'allais pas bien, qui m'a proposé d'aller m'allonger, d'attendre que ça passe, et qui m'a du coup suivi un peu dans toutes mes péripéties avec mon endométriose jusqu'à mon diagnostic. Encore aujourd'hui, il est très impliqué pour la cause. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez voir un peu son point de vue à lui, à regarder le replay de l'émission Où est au travail en bonne santé, dans laquelle il est intervenu à mes côtés et où il a eu des mots très très justes. Euh, Bah, il a appris avec moi ce qu'était l'endométriose en fait. Il m'a permis de pouvoir télétravailler quand ça n'allait pas. Euh, il m'a permis de pouvoir m'allonger, d'avoir accès à un micro-ondes pour chauffer ma bouillotte, d'expliquer à mes collègues aussi ce que c'était. On avait beau être dans un milieu masculin, au final, on s'est rendu compte qu'on avait deux, trois collègues qui étaient concernés via leurs femmes par cette problématique, donc qui ont aussi très bien compris et qui ont été ravis qu'on en parle dans l'entreprise. On a tous investi dans des gros ballons de fitness. Voilà, c'est moi qui ai lancé la mode, mais tous mes collègues en ont un maintenant bah, pour pouvoir aussi se détendre le bassin quand ça va pas, éviter de rester trop immobile. On a la chance d'avoir un fauteuil massant dans la salle de pause qui aide aussi énormément quand on a des douleurs au niveau du dos. J'ai jamais eu à me soucier. D'un arrêt, j'ai été opérée 2 fois. J'ai eu la chance d'avoir ma grossesse aussi. J'ai jamais eu à me soucier de comment allait être fait le travail quand je serais pas là parce qu'ils ont pris le relais. Faut savoir que moi j'ai un poste quand même assez charnière, c'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe de la facturation, des salaires, voilà, tout ce genre de petites choses. Et quand je suis pas là, bah, c'est pas forcément fait. C'était Adèle qui les faisait avant tout seul. Bah, il a pris le relais pour moi. Euh, il le dit, et si vous regardez l'interview, Weo, il l'a très bien dit, il a vu un impact positif en fait, même si j'ai dû m'absenter à multiples reprises. Ben voilà, on continue à se développer. L'entreprise a un chiffre d'affaires en constante augmentation. Parce que bah, quand on prend en compte pardon, les situations de chaque salarié, bah, forcément on a un retour positif derrière. Moi je sais que je n'ai pas à m'inquiéter si un matin j'arrive pas à me lever, d'être pliée en deux. Bah, voilà, si je commence à 11 heures le matin en attendant que ça passe, et bah, c'est tout, je vais faire le travail que j'ai à faire. On n'est pas à compter les heures de chacun en disant il faut qu'on fasse nos 35 heures, etc. Vraiment on est
Voilà, tant que le travail est fait, il n'y a pas de souci. Et bah voilà, quand on a du positif de l'employeur, bah, moi en tant qu'employé, ça me donne aussi envie de donner le meilleur pour ça. Et, euh, et voilà, pour montrer un peu que oui, quand l'employeur prend en compte les problématiques de ses salariés, bah, ça peut aussi très bien se passer, que l'endométriose n'est pas forcément une fatalité dans le milieu professionnel, qui veut dire qu'on va tout arrêter, qu'on doit être en arrêt en permanence parce que on a peur que l'employeur ne comprend pas. Je suis bien consciente que ce n'est pas le cas dans beaucoup d'entreprises, encore malheureusement, et que j'ai énormément de chance d'être là où je suis actuellement. Mais voilà, c'est pour montrer qu'on peut faire aussi les choses bien et que ça peut très bien se passer à la fois côté employeur et employé. Bien, merci, hein, parce que ton témoignage est toujours très instructif. Et effectivement, c'est une petite entreprise, donc c'est ce qui a été dit à plusieurs reprises, il y a plus de souplesse. Toutefois, on voit quand même qu'il y a la question aussi de la confiance, hein, c'est du donnant-donnant, et la confiance est là, et c'est un élément essentiel aussi pour parvenir à faire des choses qui tiennent compte des problématiques aussi de santé des salariés, et entre autres là, de l'endométriose. Alors, ce webinaire touche à sa fin. Alors, ben, on reviendra vers vous. Vous aurez tous les documents, vous aurez le support. On reviendra vers vous aussi avec le petit questionnaire pour savoir si vous voulez aller plus loin avec nous, sachant que le format, effectivement, comme l'a dit Nabila, on voudrait travailler avec des entreprises pour expérimenter des choses. Et bien sûr, on ne va pas sur des formats très chronophages, hein. On est vraiment, bien sûr, en fonction des contraintes d'activité des uns et des autres. L'idée, c'est effectivement, là aussi, souplesse et adaptation en fonction des contraintes, mais avec la volonté d'expérimenter pour pouvoir au mieux tenir compte de cette problématique et s'aimer, donner à voir ce qui se fait en Hauts-de-France auprès des autres régions. On remercie tous les intervenants pour leur participation, pour toujours dire oui présent à ce travail inscrit dans le cadre du PRST des Hauts-de-France. Merci à tous et bon après-midi.